Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de la chaîne de Numipage. Dans, dans ce tuto, on va voir la manière dont on peut modifier et éditer un e-book au format EPUB avec des logiciels tels que Sigil et Calibre. Or, c'est un gros morceau qu'on va voir ensemble. Donc, si vous voulez voir des points en particulier, vous pouvez aussi vous référer à la table des matières pour aller un peu plus vite. Et sinon, ben, on va faire étape par étape. Donc, on va commencer par essayer de comprendre un peu la structure du fichier EPUB. Et ensuite, je vous montrerai deux, trois petits exercices pour modifier le texte, pour modifier un peu les balises, pour modifier un peu le CSS. Comment est-ce qu'on peut changer aussi les métadonnées. Alors, la plupart du tutoriel se fera sur Sigil, qui est qui est plus puissant pour éditer un EPUB qu'un logiciel tel que Calibre ou équivalent. Cependant, à la fin du tuto, je vais quand même vous montrer au moins rapidement comment est-ce qu'on accède aux options d'édition d'un EPUB via Calibre. Donc voilà, on va commencer avec Sigil. Pour obtenir le logiciel Sigil, il suffit de se rendre à l'URL sigil-ebook.com ou taper dans votre moteur de recherche Sigil ebook. Vous avez deux choix. Il y a Sigil EPUB Editor et Page Edit. Moi, je vous conseille vraiment Sigil EPUB Editor qui est beaucoup plus complet. Page Edit va plutôt, c'est un WYSIWYG, donc il est plus visuel, mais vraiment pour éditer un ebook, il est beaucoup trop limité. Donc voilà, ensuite vous cliquez là et vous choisissez du coup vous allez sur Download. Donc vous avez la possibilité de l'installer sur Mac, sous Windows, et il y a aussi des possibilités sur Linux. Une fois le logiciel installé, donc quand vous l'ouvrez, il va se présenter de cette manière. Et donc vous allez choisir le fichier EPUB sur lequel vous souhaitez travailler. Donc généralement, le fichier EPUB, c'est un fichier que vous avez généré soit via InDesign, soit Word, avec Calibre ou avec d'autres logiciels de conversion. Et donc, une fois que votre conversion est finie, souvent vous avez soit envie d'améliorer l'apparence, soit vous avez des erreurs que vous devez corriger. Et c'est là en fait qu'intervient un logiciel tel que Sigil, parce qu'il nous permet d'intervenir de manière fine dans le fichier EPUB. Donc on fait fichier ouvrir, donc soit ouvrir, vous cherchez dans vos dossiers. Voilà. Donc, donc là j'ai mon fichier EPUB qui est déjà relativement bien structuré, parce que comme je vous disais, il vient du coup d'un logiciel de conversion, et dans ce cas présent d'InDesign. Alors, tout d'abord, comment se structure notre EPUB? Un EPUB, en soi, c'est rien de plus que des fichiers qui ont été mis dans un zip, et le zip, on l'a simplement renommé .epub. C'est très très proche d'un site web, c'est 97% comme un site web, et ça utilise un langage de programmation qui s'appelle XHTML. Donc ici, à gauche, on va retrouver les différents chapitres qu'on a générés selon la manière dont vous avez travaillé. Voilà, par exemple, ici, je serai dans l'équivalent d'un chapitre 1, je crois. Voilà, du chapitre 1. À droite, vous pouvez voir votre table des matières si vous l'avez déjà générée. Vous avez une option de prévisualisation. Si ça ne s'affiche pas, vous allez ici dans Affichage et vous pouvez activer les options. Donc ici, on a donc l'équivalent du texte. Après, ici dans Style, on a la feuille de style. On peut en créer une aussi de cette manière si besoin. Ici, on retrouve les différents fichiers images. Si vous en ajoutez via Sigil, vous pensez bien ne pas mettre d'espace ni de caractères spéciaux, sinon vous aurez des erreurs. Vous avez la possibilité ici d'ajouter
de l'audio ou même de la vidéo, ce qui ne marche pas nécessairement très bien. Et donc ici, vous avez ce qu'on appelle le content.opf, où vous allez avoir l'ensemble des métadonnées. Toc.ncx et toc.xhtml, c'est pour la table des matières. Toc.xhtml, c'est la table des matières en EPUB 3. Toc.ncx, c'est la table des matières en EPUB 2. Donc on peut en avoir besoin pour des raisons de rétrocompatibilité. Si votre logiciel de conversion ne vous l'a pas généré, vous pouvez simplement la générer ici en faisant générer un NCX. Voilà. Alors, moi je retourne simplement dans ce fichier XHTML. Donc pour vous montrer un tout petit peu la structure. Donc là, c'est surtout des éléments déclaratifs. Et votre corps du texte, il va commencer à body. Et en fait, donc soit vous pouvez directement modifier le texte ici, en le cherchant dans les balises. Vous pouvez ajouter ou enlever des balises. Donc notamment pour des raisons d'accessibilité, pensez bien à mettre H1 pour le titre principal, H2 pour les titres secondaires, P, ça va être l'indicateur de paragraphe, div, un indicateur de section, et span, ici, c'est l'indicateur pour les styles de caractères. Et ensuite, vous voyez ici, on a ce qu'on appelle classe, qui se réfère, par exemple ici, à gras normal. Et donc en fait, cet élément de classe, c'est lui qui va définir le style de notre paragraphe ou du caractère. En fait, il communique avec la feuille de style. On le retrouve ici. Ça, c'est l'élément déclaratif pour indiquer que mon fichier XHTML est relié à une feuille de style qui s'appelle id generated styles.css dans mon cas. Donc, ce qu'on va faire tout simplement maintenant, c'est qu'on va se rendre là à gauche dans cette fameuse feuille de style. Et vu qu'on a commencé avec ce style-là, on va essayer de le retrouver dans la feuille de style pour comprendre un peu ce qu'il dit. Et on va essayer, voilà, pour l'exercice, un tout petit peu de le modifier pour voir ce que ça donne. Alors, pour le chercher, j'ai appuyé sur CTRL F pour afficher la barre de recherche, ou pomme F sur Mac. Je vais faire ça. Je vérifie. Ici, je mets bien fichier en cours. Je clique ici. Et comme ça, vous voyez, il me retrouve directement mon style. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une feuille de style CSS. C'est complètement commun avec ce qu'on fait pour les sites web. Et par conséquent, toutes les ressources que vous allez trouver sur Internet liées au CSS peuvent être appliquées sur un EPUB. En tout cas, le CSS2, pour les versions un peu plus récentes, CSS3, tout ne fonctionne pas toujours. Donc évitez les extravagances et testez quand même bien sur plusieurs lecteurs ce que vous faites en CSS. Mais en tout cas, les choses simples, c'est-à-dire le gras, mettre en plus grand, plus petit, justifier, les marges, ainsi de suite, ça marchera sans problème. Juste si vous avez besoin, je vous le rajouterai aussi dans la description de la vidéo. J'ai donc un article aussi sur le site de Lumipage qui décrit ce qu'on est en train de voir et notamment la partie CSS, donc où j'explique aussi ligne par ligne les éléments. Et je vous renvoie aussi au site de la Fondation Mozilla. Et dedans, il montre tous les éléments CSS, ce qu'on peut en faire avec des exemples. Parfois, vous pouvez même vous-même faire des tests dessus. Donc voilà, au cas où, si besoin, je vous invite à aller soit sur l'article, soit sur le site de Mozilla relatif au CSS. Je suis donc de retour sur mon éditeur d'EPUB, sur Sigil, et je vais du coup décrire un peu ce qu'on voit. Donc P, ici, on l'ajoute pour indiquer que notre classe, la gras normal, s'applique uniquement à un paragraphe. On pourrait très bien l'enlever, et du coup, ça s'appliquerait à tous les éléments qui feraient appel à gras-normal.
On va dire, c'est un peu plus propre comme ça. Si je voulais l'appliquer à, par exemple, un titre principal, à H1, je ferais comme ça. Et dans mon H1, je devrais mettre dans le HTML H1, donc classe égale gras-normal, hein. Donc là, je vais remettre P, pour que ça fonctionne bien. Donc celui-là, on va un peu le sauter parce qu'il est plus relatif, on va dire, à l'EPUB. Et on va plutôt reprendre les éléments à partir de la ligne 321. Donc moi, je vais enlever celui-là, c'est compliqué un peu. Ok. Alors, donc là, on a des choses beaucoup plus très classiques, très simples. Tout d'abord, color. Donc color, ça va vous permettre de changer la couleur de votre texte. Alors faites très attention quand vous changez la couleur de votre texte. N'oubliez pas que beaucoup de personnes lisent sur liseuse et donc c'est du noir et blanc. Et donc par exemple du gris clair, ce sera quasiment invisible. Et évitez aussi trop de changements de couleur à cause des personnes dyslexiques. Donc moi je vous conseille de rester assez simple. Et par exemple voilà, si ici je change par hasard mon code, c'est juste pour l'exemple, vous voyez ma couleur du coup a changé. Ici, j'ai donc la police, donc ici Arial, et au cas où si Arial ne s'applique pas, ce sera du sans sérif. Donc là, même chose, je peux changer les éléments. Font-size, ça va être pour la taille des caractères. Par exemple ici, si je mets 1, mon caractère, bah, ça grandit. Euh, Ici, font style, c'est notamment si je veux le mettre en italique. Voilà, si je mets par exemple italique, ça va le changer. Euh, Font-variant, ouais, de tête, c'est par exemple pour souligner, pour barrer ou des choses comme ça. On l'utilise pas trop. Font-white, là, c'est pour mettre en gras. Vous voyez, c'est pas dans style, mais c'est vraiment dans white. Donc on peut mettre bold. Et sinon, vous pouvez aussi voir parfois comme ça, des différents degrés de gras. Voilà, ça fonctionne aussi. Line-height, c'est la hauteur de ligne. Après, vous avez tous des éléments de marge. Donc, soit on peut le présenter comme ça, margin button, left, right ou top. Il y a aussi une autre syntaxe qui est possible, que je vous montrerai dans l'article. Vous voyez, la marge, on peut aussi la présenter comme ça. C'est-à-dire, on met simplement margin. Le premier chiffre, c'est pour en haut. Et donc, c'est comme une aiguille d'une montre. En haut, droite, bas, gauche. Et donc voilà, on peut le présenter aussi comme ça. Et le cousin de margin, c'est padding. Donc padding, c'est la marge interne d'un élément. Je crois pas qu'il y en ait ici de padding. Non. Donc voilà, donc là on a la marge. Et sinon, effectivement, elle peut se présenter comme ça. Donc margin bottom, c'est bas, left, bas gauche, droit ici en haut. Ensuite, ça en édition, on aime bien Orphan et Widows. Donc on aime bien, c'est important. C'est les veuves et les orphelines. Et du coup, en livre numérique, vous pouvez les régler de cette manière. Vous avez ici la possibilité de configurer aussi la manière dont les éléments, pour créer ou pas des sauts de page. Donc avoid, ça veut dire qu'on évite, pour pas que ce soit, pour que ce paragraphe reste si possible avec celui-là, si possible, et ainsi de suite. Euh, voilà, texte décoration, je crois que c'est là qu'il y a plutôt le soulignement. Et variant, je sais plus par cœur. Donc, texte décoration, c'est pour souligner ou barrer les éléments. Et fond-variant, j'avais un petit doute, donc je l'ai cherché sur le site que je vous ai indiqué. Donc, vous voyez, ça permet de faire des éléments de ce type. Donc, quand vous avez un doute, hein, n'hésitez pas à chercher dans votre moteur de recherche la fonction CSS. Et, euh, et du coup, vous allez pouvoir voir des exemples. Et vous pouvez aussi tester de votre côté. Et vous voyez, il y a pas mal hein, de fonctions CSS qui existent. Là, on voit vraiment qu'un petit panel. Donc n'hésitez pas aussi à tester, à regarder et à vous documenter. Alors, on n'a pas tout à fait fini sur les fonctions importantes. On va aussi avoir ici texte-ligne.
Donc ça va permettre de le mettre à gauche, de centrer, de justifier, de mettre à droite. Et on a aussi ici pour les alinéas, pour l'indentation. Donc par exemple ici, vous voyez, elle est à 0, donc il n'y a pas d'alinéa. Et là, par exemple, je peux très bien mettre un EM. Voilà, ça va me rajouter un peu d'alinéa. Donc là, j'ai mis en EM, mais je peux aussi mettre en pixels. Je dois faire l'équivalent par exemple de 10 pixels. Bon, on préfère un peu EM pour garder un peu cette notion de pourcentage. Donc voilà, donc ça c'était un peu pour vous montrer ce qu'on pouvait faire en CSS. Donc là c'est vraiment un exemple un peu simple. Sur le site de page, il y a deux, trois éléments complémentaires. Et sinon en description, si vraiment vous avez besoin de renforcer vos connaissances en CSS pour les livres numériques, je propose aussi un cours particulier. Donc je vous mets aussi le lien. Et parfois on fait des ateliers aussi. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire qu'on devait faire au tout début, c'est que quand vous commencez à éditer, pensez bien à faire enregistrer une copie, parce que sinon c'est difficile de revenir en arrière au cas où vous faites des erreurs. Et là, en termes de sauvegarde, vous pouvez aussi faire, vous voyez, créer un point de contrôle pour l'EPUB, voilà. Et après, vous allez pouvoir restaurer votre EPUB à partir du précédent point de contrôle. Là, j'en ai pas mal, faut voir selon la date. Voilà, et si besoin, vous pourriez restaurer celui-ci. Donc ça, c'est vraiment super important parce que c'est assez facile de faire des erreurs quand on édite un EPUB parce que le XHTML, c'est un langage très rigoureux et s'il manque ne serait-ce qu'un toute petite virgule au mauvais endroit ou une balise qui se ferme pas ou un petit détail, bah à ce moment-là, vous aurez des erreurs EPUB check et donc votre ouvrage ne sera pas valide pour les librairies en ligne. Alors, cela étant dit, maintenant on peut passer à un autre cas pratique. C'est celui de la table des matières. Donc ça va aller assez vite. Donc généralement, votre table des matières, lors de la création de l'e-book, vous la générez via votre logiciel de conversion. Euh, et du coup, normalement, on n'a pas nécessairement quelque chose à changer ici. Mais parfois, ça peut arriver qu'il y ait des éléments qu'on ne veuille pas, par exemple, ou pour une raison ou pour une autre, qu'on veut ajouter, ou ainsi de suite. Donc, en tout cas, sachez que vous pouvez le faire via Sigil. Alors, soit la générer totalement, donc générer la table des matières, vous pouvez l'éditer, ou vous pouvez faire ce qu'on appelle un HTML à partir de la table des matières. C'est-à-dire, cette table des matières-là, à droite, elle est présente tout le temps dans le lecteur, et c'est la personne qui va l'appeler. Cependant, sur pas mal de lecteurs d'EPUB, elle n'est pas toujours accessible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'appeler par la voix, par exemple. Et donc le SNE notamment indique que dans les bonnes pratiques, de faire comme ça aussi, de créer un HTML à partir de la table des matières. Donc on peut le faire. Et, tac. Et du coup, vous voyez ici, il m'a créé une table des matières de cette manière-là. Et la conséquence, c'est qu'elle sera présente en début de livre, ce qui est justement une bonne pratique, hein. Donc juste après la couverture, j'aurai ma table des matières intégrée. Et donc si je retourne ici dans table des matières, je peux faire éditer, et là je peux retrouver les éléments. Donc je peux changer un peu les termes, ou changer, ou ajouter des destinations. À présent, on va faire un petit tour sur le fichier content.opf. Or, si vous êtes expert dans le domaine, vous verrez tout de suite qu'il y a une petite erreur qui est volontaire, parce que j'ai glissé une petite erreur pour vous montrer après la validation de l'EPUB et comment la corriger. Donc on la verra après en détail, hein. Donc ici, là, ça nous dit la version de notre EPUB, donc EPUB 3. Ça m'indique que ça a été créé avec Adobe InDesign. Ça m'indique le nom de la couverture, que j'aurais dû mettre en cover.jpg dans cet exemple.
Donc là, je retrouve DC. En fait, ça fait référence à un standard qui s'appelle le Dublin Core, un standard international pour les langages des métadonnées dans l'édition. Donc voilà, là, je retrouve mon titre, je retrouve l'auteur, je retrouve le sujet, la description. Donc ça, c'est des éléments que j'ai mis dans InDesign. Donc bon, là, je retrouve la date. C'est ici qu'est l'erreur, parce qu'elle est en format français. Elle devrait être en format américain. Donc on va la corriger après. Alors ici aussi, j'ai une petite erreur en fait. Donc ça, je peux l'enlever directement. C'est que pour une raison qui nous est un peu inconnue, il a considéré que mon ouvrage, pourtant en français, était en arabe, ce qui pose un problème dans un des lecteurs. Voilà, typiquement des erreurs qui peuvent arriver. Donc ici, on a la langue. Donc là, on est en français de France. Il y a plusieurs déclinaisons possibles, hein. On peut avoir français de Suisse, français de Québec, et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de variations, ou de Belgique aussi. Euh, donc après, on a des identifiants. Celui-là, en particulier, on ne va pas y toucher. Éviter de toute façon de trop toucher par ici. Et après, on a ce qu'on appelle le manifeste, c'est-à-dire la liste de tous les éléments qui sont présents dans l'EPUB. Donc ici, en fait, on ne va pas y toucher. Alors, pour modifier ou ajouter les éléments, vous pouvez soit le faire directement ici, si vous êtes courageux ou si vous avez les ressources nécessaires. Dans tous les cas, avant d'attaquer un élément, pensez bien à faire hein, le point de contrôle, comme on l'a vu. On peut en refaire un. Voilà. Et sinon, dans Sigil, vous allez avoir ici l'éditeur de métadonnées, qui peut vous simplifier quand même les choses. Et voilà, ici, vous pourrez ajouter des éléments. Donc, on va ajouter par exemple un ISBN. Alors, j'ai une vidéo aussi sur cette chaîne qui vous montre totalement comment ajouter l'ISBN via Sigil, si besoin, de manière plus détaillée. Donc, voilà, j'ai fait ajouter une métadonnée. Ici, j'ai ISBN. Et là, je vais mettre mes 13 chiffres et j'enlève bien mes crochets, hein. Et une fois que j'ai terminé, ben, je fais OK. Et donc, mon ISBN a été ajouté. Il y a plusieurs autres métadonnées qu'on peut rajouter de cette manière, hein, par exemple des contributeurs ou des choses, ou des choses du même genre. Donc voilà pour le bref aperçu des métadonnées. En- dans l'EPUB, au cas où, si vous voulez insérer des images ou même des MP3, voire des vidéos, vous allez simplement ici dans Insérer, Fichier. Ensuite, vous faites Autre fichier, vous cherchez votre fichier et vous ajoutez l'image. Voilà, là j'ai cherché mon image dans mon EPUB. Donc, je fais. Et donc voilà, mon image elle est ajoutée. Ici dans Alt, vous pensez bien à mettre ce qui décrit votre image. Donc, de la même manière, on aurait pu ajouter un MP3, ce qui marche quand même plutôt bien sur certains lecteurs d'EPUB, pas sur tous. Par contre, les vidéos, ça marche vraiment pas très bien, donc je ne vous le conseille pas. Alors maintenant, je vais enregistrer mon EPUB, donc CTRL S ou enregistrer, hein. Voilà. Et maintenant que j'ai fini mon édition, je vais le passer dans le logiciel EPUB Check pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc cette étape, elle est vraiment nécessaire si votre EPUB est destiné à la vente, que ce soit chez Fnac, Kobo et les autres concurrents. Voilà. Alors, pour le tester, j'utilise ce petit logiciel EPUB Checker. Donc, même chose sur la chaîne. J'ai une vidéo complète sur la manière hein, de vérifier les erreurs d'EPUB Check, ainsi qu'un article sur le sujet sur Numipage, un article complet. Donc, je lance mon petit logiciel, je glisse mon EPUB,
Et donc voilà, là mon EPUB, comme je disais, il contient une erreur, donc qui était volontaire. C'était juste pour vous montrer du coup comment est-ce qu'on peut utiliser Sigil pour corriger des erreurs EPUB check. Vous voyez là, il n'est pas valide parce qu'il me met donc un warning. Information, c'est pas grave, par contre warning, oui. Et donc là, il m'indique où se trouve l'erreur. Et donc ça se trouve dans le fichier content.opf et à la ligne 12. Donc j'ai juste à aller dans Sigil, à prendre mon fichier content.opf et aller à la ligne 12. Vous voyez là, c'est indiqué ligne 12. Et donc c'est un problème, comme je disais, de date qui respecte pas le standard international. Et donc je dois la mettre en format américain. Donc là, j'ai changé ma date et je l'ai revalidée en cliquant simplement ici sur Validate EPUB. Et du coup, à présent, mon EPUB est valide et il est prêt pour la diffusion. Donc à ce stade, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer à partir de Sigil. Si, si vous voulez travailler à partir de Calibre, comme je vous l'indiquais, je voulais juste vous montrer rapidement comment on fait. Donc vous allez dans Calibre, vous allez donc faire ajouter les livres pour que votre livre soit présent. Et là, vous avez une petite option, éditer le livre, et qui vous propose des options qui sont globalement communes à Sigil. D'ailleurs, il y a juste deux, trois éléments qu'on trouve pas, qui vous simplifient un peu. Par exemple, l'éditeur de métadonnées ou l'éditeur de table des matières. Donc, on préfère généralement travailler avec Sigil, qui est vraiment fait 100% pour ça. Mais sachez, du coup, que c'est possible avec Calibre. Donc voilà, cette vidéo s'achève. Donc si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à rajouter un petit like et à vous abonner à la chaîne, parce que ça m'aide aussi de mon côté. Et en description, je vous ai donc ajouté des liens, donc soit vers un peu des cours particuliers de renforcement, si besoin, et aussi vers quelques ressources complémentaires. À bientôt.